Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description comment aller plus loin avec l'IA, plus vite avec RTX. On a la chance d'avoir avec nous Yacine, qui est le cofondateur et CEO de Kinetics. Récemment, vous avez entrepris de développer sous un nouvel angle vos projets autour justement du traitement de l'humain pour pouvoir en faire de l'animation. Merci pour l'invitation. Donc je tiens à te remercier et à votre indulgence parce que j'ai préparé ma présentation en très peu de temps. J'ai partagé pas mal de réflexions aussi qu'on a en interne. C'est des pistes, on va dire, par rapport à la discussion qu'a commencé avec Marc Petit ce matin. Ouais. Par rapport à la conversation qu'a commencé Marc Petit ce matin sur le futur de l'IA, c'est pas mal de réflexions que je veux partager aussi et comment l'IA peut servir de manière différente des workflows dans l'animation. Donc, je suis Yacine, le fondateur de Kinetics. Je vais opposer un peu deux approches. L'approche IA en front, ce que j'appelle IA en front, c'est tous les modèles d'IA qui se développent pour accélérer les processus créatifs sur plein de types d'assets différents et qui vont venir s'inscrire dans des workflows traditionnels, dans l'animation ou d'autres types d'assets. Et l'approche IA en background, c'est ce que j'appelle l'IA avec la GenAI, tous les modèles qu'on voit comme Runway par exemple, où en fait il peut y avoir notamment de la 3D dans la partie training, et c'est toutes les grosses réflexions que je veux discuter aujourd'hui sur en fait comment la 3D va venir nourrir ces modèles et créer du coup deux pipelines différents que je vais vous présenter. Quelques mots peut-être sur Kinetics pour commencer. On est une société française créée en 2020, donc on était venu au tout début de Kinetics pour présenter un peu au tout début ce qu'on faisait. Aujourd'hui, on est à peu près 25 personnes, avec principalement des chercheurs, des ingénieurs, des animateurs. On développe des algorithmes 100% propriétaires avec nos propres données créées en interne. Et on a été financé à la fois par des fonds privés et publics, avec notamment la BPI qui récemment a rejoint nos investisseurs. Sur notre technologie, je vais partager une vidéo pour présenter un peu. En fait, on développe plusieurs technologies, certaines génératives et certaines plus en termes de pipeline. Celle où on s'est le plus concentré jusqu'à présent, c'est le vidéo to animation. Donc à partir d'une monocaméra ou de n'importe quelle vidéo qu'on peut prendre, on est capable d'extraire le mouvement. Donc on ne prend pas en compte les paramètres de caméra. Donc on peut extraire n'importe quel type de vidéo. Et nos algorithmes peuvent du coup générer l'animation en 3D. Donc ça, c'est la première technologie. La deuxième, c'est le text to animation. Donc à partir d'un prompt, être capable de générer une animation. C'est pas une recherche dans une database, donc c'est bien du génératif. On peut demander par exemple plusieurs mouvements et ça va générer plusieurs mouvements. Il y a aussi des filtres créatifs où on va venir modifier une animation qu'on aurait générée pour ajouter une intention ou rendre un mouvement plus vieux par exemple ou plus jeune. On a publié en 2023 et on continue à publier, et on va à SIGGRAPH notamment cette année, sur la SIGGRAPH EJA bientôt là, sur ce qu'on appelle le Contact Aware Retargeting, où on va prendre en compte le mesh et la superficie du mesh pour pouvoir faire un retargeting plus avancé et qui va permettre de transférer des mouvements en évitant de l'interpénétration typiquement et pour pouvoir faire gagner du temps aux créateurs. Donc là, il y a des exemples justement où on voit ces technologies et toute la partie intégration avec les différents engines, etc., qu'on verra un peu plus tard. On s'est spécialisé au début sur la partie gaming, plus principalement sur les gamers. C'est sur le use case sur lequel on s'est amélioré et sur lequel on a amélioré la qualité de notre technologie. Parce qu'au début, en 2020, la qualité de l'IA pour l'animation était encore très faible. On a fait d'énormes progrès ces 4 dernières années. Et aujourd'hui, on a des preuves de concept avec différents acteurs. Et notamment, on a signé un contrat de distribution avec Unity, que je vous ferai une petite démo après. Donc, si on s'intéresse à l'approche IA sur la partie en front, ce que j'appelle en front, c'est qu'aujourd'hui, il y a différentes IA. Je ne parle pas d'une IA, mais il y a plein d'IA, plein de modèles différents qui permettent d'accélérer la création de plein de types d'assets différents. Ça va des images, 3D modèles. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont parlé hier justement sur la partie lip sync, animation, etc. Et tout cela se fait de manière assez isolée aujourd'hui et de manière séparée, un peu éclatée, ce qui rend le workflow pour les artistes
jusqu'à présent un peu compliqué parce qu'ils doivent aller piocher à droite, à gauche, etc. Pour les différentes technologies et pour du coup les différents types d'assets et les importer dans leur workflow de production. Donc c'est ce qu'on a vu se passer ces dernières années. Différents modèles d'IA qui ont différents niveaux de maturité. Aujourd'hui, il y a eu justement un rapport qui a été publié par un fonds qui a fait un grand questionnaire avec plein de studios pour un peu voir un peu où est-ce qu'on en est. C'est un état des lieux des différentes technologies. Ça date d'il y a déjà quelques mois, mais ça donne un peu un panorama de se dire qu'aujourd'hui, on est plus mature sur l'image et le texte qu'on l'est sur la vidéo, même si on a vu une grosse accélération sur la partie vidéo. Et l'animation, la 3D sont des champs où on est en train de s'améliorer, où il y a de l'accélération, mais qui sont encore, où il y a encore de l'amélioration à aller chercher, notamment parce que, à la fois sur la qualité de production et sur le temps d'inférence, notamment parce que c'est une question de données. Il y a eu pas mal d'échanges sur l'IP, les données, etc. Le fait est qu'il y a énormément de données sur Internet, sur la partie texte, images et vidéo. Sur la partie 3D, encore moins. Enfin, c'est l'ordre du million d'assets ou 10 millions, enfin, c'est l'ordre du million, quoi. Sur l'animation, c'est encore un cran en dessous, avec des datasets très peu disponibles. Bon, à la fois, c'est bien et pas bien, dans le sens où pour nous, ça garantit que tous nos datasets, on doit les créer, que du coup, ils sont faits d'une manière éthique et propriétaire. Donc ça enlève certaines questions. Mais le fait est qu'il y a très très peu de données d'animation aujourd'hui, et ça va causer plusieurs problèmes, comme on va pouvoir le voir. Pour vous donner un ordre de grandeur, chez Kinetics, on a à peu près 100 millions poses body. On est en train d'accélérer sur ça. La recherche académique, à peu près 6 fois moins. Et Mixamo, qui était la plus grosse librairie du monde, elle en a 100 fois moins. Donc c'est pour vous donner juste un ordre de grandeur. Et disons que ça, c'est des millions de fois plus petit que ce qu'il y a sur les autres modalités. Donc c'est ce qui explique aussi les retards en termes de qualité de la 3D et de l'animation par rapport à d'autres modalités qui sont en train d'accélérer. Mais ça veut aussi dire que dans les prochains mois, voire années, on va voir ces modalités s'accélérer et atteindre des niveaux de qualité plus élevés. On arrive quand même à des niveaux de maturité qui quand même permettent à ces IA de s'intégrer dans des workflows de professionnels, avec Unity qui a créé Muse et qui intègre plusieurs technologies propriétaires de Unity, notamment sur le text to animation. Ils utilisent leur propre technologie. So just with a single video of footage from your... Sur la partie vidéo to animation, on collabore avec eux, donc on licencie notre technologie qui va être intégrée directement dans l'engine. Ça va dans cette stratégie aujourd'hui de concentration des différentes technologies dans les pipelines des créateurs. Et là, on voit, typiquement, c'est le vidéo to animation de Kinetics qu'on peut rééditer. On peut extraire l'animation, la rééditer directement dans l'engine, dans Unity, et pouvoir la mettre directement dans une scène et utiliser cette animation directement dans le pipeline des créateurs. Donc, on voit que l'IA entre directement dans les workflows, que ce soit sur la partie jeux vidéo, mais également sur la partie animation. On m'a dit que vous avez déjà vu cette vidéo hier, donc je vais aller assez vite dessus, mais on voit qu'aujourd'hui, des entreprises comme Wonder Dynamics qui ont été intégrées chez Autodesk permettent de générer de l'animation à partir de vidéos et la remettre de manière spatiale dans une scène 3D. Les scènes, pour l'instant, c'est des templates, mais on peut très bien imaginer que dans les mois à venir, on est en train de travailler justement avec une startup qui s'appelle Atlas, qui permet de créer des scènes en 3D à partir de vidéos, où on va combiner les technologies de Kinetics et d'Atlas pour pouvoir générer une scène en 3D avec des animations qui sont spatialisées dans cette scène, et de pouvoir recréer totalement une scène en 3D à partir de vidéos, de créer des animations en 3D, et de pouvoir les injecter dans des workflows de professionnels de la 3D qui peuvent éditer, modifier, améliorer. Donc on voit comment ça peut accélérer certains pipelines. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'approche IA en front, dans le sens où ça reste dans des workflows, on va dire, entre guillemets, classiques, où l'IA va venir accélérer des parties du workflow. Que j'oppose un peu avec la partie IA en background, notamment depuis 2024, on a vu une énorme accélération des modèles comme celui de Runway, de Luma, de Kling, qui semblent agréger énormément de différentes technologies, qui permettent à la fois de créer une animation de vidéo to vidéo ou du texte to vidéo, qui permet d'avoir des résultats
très rapide et qui agrège un peu ces différents éléments avec différents niveaux de qualité, avec différentes intensités. Là, on voit, c'est des comparaisons entre les résultats de Luma, de Kling et de Runway. Mais en tout cas, ça permet déjà, à partir d'une vidéo, de générer, ou du texte, de générer des vidéos qui vont comprendre à la fois les environnements, les animations, le lip sync, le facial, etc. Ces modèles évoluent de manière assez rapide et intègrent de plus en plus de nouvelles features. Il y a eu par exemple le Video Expansion, le Camera Control sur lequel on va revenir tout à l'heure, le contrôle de style, la partie animation faciale. Par contre, sur la partie contrôle des mouvements humains, notamment sur les mouvements complexes, ça reste encore très mauvais. Et la capacité d'avoir une consistance de personnage est pas au point du tout. Et l'éditabilité, c'est un des points faibles de ces modèles, parce que comme c'est pas de la 3D, on ne peut pas revenir dedans, on ne peut pas éditer, on ne peut pas modifier, ce qui rend ces technologies, on va dire, peut-être moins pertinentes pour des publics plus professionnels. Du coup, je pose ma question, parce que tout à l'heure, quand j'ai vu pour vos bases de données d'entraînement, vous aviez un chiffre colossal, et c'était bien des bases de données d'entraînement qui étaient 3D ? 3D, exactement. Mais je ne sais plus, on était à 900 000, je ne me trompe pas? Alors, c'était 90 millions, je pense, de pauses. Ah, ou 90, oui, bah, ouais. D'accord. Mais bon, en termes, si je reviens sur la slide d'avant, c'est tout petit par rapport à ce qu'il y a dans l'image et la vidéo. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que les bases de données sur lesquelles sont entraînés les modèles comme Meta sont en train de sortir leur modèle, Google aussi, ou Runway, l'ordre de grandeur est 1 million de fois plus petit, en fait, en termes de données 3D par rapport aux données vidéo sur lesquelles sont entraînés leurs modèles. Qui sont de la vidéo 2D. 2D, exactement. Alors que vous êtes 3D. Exactement. C'est la nuance. C'est toute la nuance sur laquelle je vais arriver. Ça me fait une belle transition. Où aujourd'hui, on voit, comme je disais, le point faible, c'est la partie éditabilité. Mais on voit de plus en plus de features qui sont en train d'arriver et qui vont permettre d'éditer. Par exemple, là, on voit une vidéo originelle, sur le modèle de Meta, où on va rajouter sur le casque des assets, on va pouvoir interagir, et ça va créer une forme de processus créatif pour des publics plus débutants, par exemple, qui vont pouvoir modifier une vidéo. Donc, comme tu le disais, tous ces modèles, toute la partie GenAI, tout le vidéo repose principalement sur les transformers, des modèles de diffusion, et donc sur des modèles 2D. Donc ils ont une compréhension qui reste 2D. En fait, c'est comme, pour vous donner une représentation mentale, aujourd'hui, ChatGPT, ça va deviner le prochain mot et ça va inférer le prochain mot. Là, ça va inférer le prochain pixel, et donc ça va avoir une compréhension du monde qui va être très limitée pour l'instant. Et ce qui va causer notamment des modèles de diffusion qui ont énormément de limitations, avec des cohérences, comme vous pouvez le voir là, qui sont sur des mouvements complexes humains qui ne sont pas du tout encore au niveau, où il n'y a pas de consistance des personnages, il y a des problèmes de contrôlabilité, d'éditabilité, parce qu'il y a une compréhension spatiale et une intelligence de l'espace 3D qui est encore très limitée, notamment parce que ces modèles ont été entraînés principalement sur de la 2D. Donc ça, on va dire que c'est la limite principale de ces modèles, et c'est un point qui commence à être discuté de plus en plus sur le côté dans la recherche. Et il commence à y avoir un consensus pour dire qu'il va y avoir une émergence de ce qu'on appelle l'intelligence spatiale, qui va intégrer du coup une compréhension du monde 3D, intégrer de plus en plus de données 3D, que ce soit autour des environnements, des objets, des animations, dans ces modèles génératifs, pour leur donner une compréhension spatiale et leur donner une intelligence. Ce qui ouvrira le champ des possibles et ce qui va améliorer la qualité, la contrôlabilité de ces modèles, et qui va améliorer, qui va rendre ces modèles encore plus performants. Donc ils vont avoir une compréhension tridimensionnelle du monde, et ils vont être multimodaux. Ça veut dire qu'on pourra interagir avec eux à partir du texte, de vidéos, de sons, on pourra mettre en input plein de choses. Ils vont tout reconstituer, donc là où l'IA va être en background, et produire une vidéo en output. Il y a eu des startups récemment qui ont levé énormément d'argent, comme Fei, qui est une des papesses, qu'on appelle la papesse de l'IA, qui était une des grosses directrices de laboratoire de Stanford, qui a levé plus de 200 millions pour justement apporter ce qu'elle appelle les Large World Models, pour ramener justement cette compréhension 3D du monde physique, et venir enrichir ces modèles traditionnels 2D
Donc ça, c'est assez récent. Donc on voit que c'est un signe qu'il commence à y avoir des entreprises qui se structurent sur ces questions-là. Il y a notamment, sur la partie mouvement, il y a eu un article récent de Michael Black qui dirige le MPI, qui est un des gros laboratoires sur la partie mouvement, et du coup qui est un de nos concurrents sur la partie SMPL, qui du coup concurrence un peu notre modèle de vidéo to animation, mais qui du coup fait état des faits. On a le même constat, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de modèle sémantique pour expliquer le mouvement. C'est très dur, ça je ne crois pas beaucoup moi, au text to animation comme modalité d'expression, parce que je veux dire, si je fais ce mouvement-là pour dire je veux vraiment faire ce mouvement-là avec du texte, c'est pratiquement impossible. La vidéo reste quand même une modalité de contrôle du mouvement qui est beaucoup plus naturelle et qui est d'ailleurs utilisée aujourd'hui dans les workflows plus classiques. Donc je crois beaucoup plus aux vidéos, mais le fait est qu'il y a une sémantique du mouvement qui n'est pas encore très aboutie. Donc la vidéo reste quand même la modalité, je pense, qui va avoir le plus de sens. Mais ce qu'on observe notamment dans nos trainings, c'est qu'en ajoutant une modalité de texte, en ajoutant une description textuelle des mouvements, on arrive à des plus gros niveaux de qualité. Donc l'intelligence de ces modèles, elle va être multimodale et il va y avoir une sémantique du mouvement qui va se construire autour de vidéos, de 3D et de texte. Il y a des nouveaux papiers qui viennent d'être publiés il y a à peu près 2 mois avec Mimo, qui est un papier d'Alibaba, qui est un des premiers modèles qui montre qu'en ajoutant des données de training 3D dans des modèles vidéo, on améliore les résultats. Donc là, c'est à partir d'une image et d'une vidéo, donc l'image à gauche et la vidéo au milieu, on est capable de produire la vidéo au centre, à droite, pardon. Et donc on est capable d'avoir des meilleurs niveaux de qualité de contrôlabilité sur des mouvements plus complexes en ajoutant du training 3D dans les datasets. Et donc ça montre, enfin c'est une des premières preuves qu'on peut aller vers un motion control à partir des données 3D, notamment sur la partie animation. Il y a Act1 qui a impressionné pas mal de gens sur la partie animation faciale de Runway. Donc on voit quand on l'utilise quand même qu'il y a beaucoup de guidelines de il faut que sa tête soit là, qu'on ne peut pas trop tourner la tête, on ne peut pas trop bouger. Donc on voit bien qu'ils ont une compréhension très limitée de la 3D. Ils commencent à intégrer sûrement des éléments, mais on est au tout début. Mais il y a des résultats qui sont vraiment assez intéressants sur la partie animation faciale. Il y a la feature qui vient de tout récemment annoncée par Runway, qui est le caméra control. Justement, on en parlait, la 3D permet justement de pouvoir tourner autour des personnages. Donc là, on voit des premières approches de pouvoir donner le contrôle de la caméra sur des modèles génératifs en 2D. Et on ira plus loin, plus il y aura de training sur la partie 3D, plus on aura une compréhension spatiale, une compréhension du monde, plus on pourra avoir un contrôle de caméra et du coup des possibilités qui seraient plus larges. En avant-première, du coup, Kinetics, du coup, jusqu'à présent, on a travaillé beaucoup sur la partie AI in the front, avec des niveaux de qualité qui ont augmenté et des intégrations aujourd'hui avec des gros acteurs, notamment comme Unity qui a été annoncé et d'autres qu'on n'a pas encore annoncés. Mais on commence à travailler aussi sur la partie AI on va dire in the back, en travaillant sur comment la vidéo peut être une modalité d'entrée pour contrôler les mouvements des personnages. Et donc c'est la première fois qu'on monte cette vidéo en externe, où à partir d'un modèle de génération vidéo, on va dire un texte, un prompt, on va reconnaître du coup le personnage et le mouvement, et on pourra du coup choisir le personnage en intégrant le personnage de son choix, pour pouvoir avoir une consistance du personnage à travers les scènes, et pouvoir customiser le mouvement, soit à partir d'une librairie, soit à partir de vidéos en input. On est capable du coup d'utiliser nos technologies génératives qu'on a développées jusqu'à présent pour pouvoir donner un contrôle du mouvement, et donc mixer tout ça, à la fois la consistance du personnage, la contrôlabilité du mouvement, même sur des mouvements complexes, et pouvoir générer une vidéo du coup, qui correspond du coup, à l'intention à la fois en termes de personnage et de mouvement. Pour conclure de manière assez schématique, on va dire qu'il y a 2 approches, l'approche back et front qui se distinguent, avec certainement des utilisateurs, des besoins et des use cases qui vont être différents. La première avec plutôt, je pense, un public cible étant les professionnels de la 3D, parce qu'il y a une recherche quand même de contrôlabilité, d'éditabilité, de qualité. Donc le workflow va être accéléré, c'est plutôt un gain de productivité, et ça va être intégré, et on le voit déjà que c'est en train d'être intégré par les gros acteurs de l'industrie avec des consolidations, avec des intégrations, des plugins
qui vont venir apporter ces outils d'accélération directement dans les pipelines de créateurs, et une approche IA en background directement dans les modèles de GenAI qui vont intégrer de plus en plus de 3D, qui vont être de plus en plus performants et qui vont aller plus toucher, on va dire, les créateurs et les amateurs, ceux qui produisent le 99,98% du contenu sur YouTube, comme le disait Marc Petit ce matin, qui vont, eux, rechercher plus de simplicité, de rapidité, qui vont être OK avec un good enough en termes de qualité. Et pour eux, le use case, c'est que ça permet à des gens de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Ça va pouvoir permettre à une personne au département marketing de pouvoir créer des vidéos qu'ils ne pouvaient pas créer avant. Et ça va créer de plus en plus de contenu. Et ça va poser plein de questions, mais en tout cas, ça permet à des gens de faire des choses et de créer de l'animation, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. De manière un peu moins schématique, je pense que les deux approches vont quand même se croiser et se complémenter. Parce que les professionnels de la 3D vont utiliser quand même certains d'entre eux utilisent ces nouveaux modèles peut-être pour du prototypage, pour avoir des premières intentions, pour du storyboarding, ou pour pouvoir échanger en interne, ou pour pouvoir discuter avec des clients, pour pouvoir montrer des premières ébauches, et ça permet d'itérer assez rapidement. Et il y a aussi une autre approche, c'est de dire qu'on pourra peut-être avoir des pipelines où on commence par de la 3D pour créer une première vidéo. Donc on va pouvoir avoir de l'éditabilité, de la contrôlabilité avec un pipeline full 3D ou qui intègre de l'IA, et qui ensuite va être re-rendu via des modèles de diffusion pour remodifier par-dessus des choses. Ça se voit aussi, on voit des pipelines comme ça émerger. Dernière chose, pour ces deux, que ce soit pour le front ou pour le back, il y a un gros problème qui subsiste sur comment scaler les prochains modèles face aux données limitées. Donc on a fait un gros travail ces dernières années, mais on va dire qu'il faut encore multiplier par 10, voire par 100 les animations. Et l'approche justement que Kinetics utilise, c'est à la fois créer un modèle propriétaire avec des rigs qui sont plus proches de ceux de la production, par rapport au SMPL qui est un peu plus loin aujourd'hui des standards de production. Et on va dire qu'il y a une déperdition de qualité sur la partie retargeting, et on le note bien avec les créateurs. On peut avoir une super animation générique par de l'IA, il faut que ça puisse être intégré en production, et donc avoir le moins de déperdition de qualité possible. Et en créant d'énormes données d'animation avec des studios, avec des acteurs et des créateurs. Et bien sûr les pipelines de données synthétiques qui permettent à nos ingénieurs de pouvoir faire des entraînements multimodaux comme je l'expliquais. Donc c'est ce qu'on s'attelle à faire, et là on est en train de multiplier par 10 en ce moment justement ces datasets pour pouvoir venir nourrir ces à la fois modèles fondamentaux et permettre de créer une IA qui est intégrable dans une suite d'outils divers. Bah écoute, on est très honoré que tu nous aies fait la primeur de cette présentation. Alors, avons-nous des questions dans la salle? Bonjour, j'ai une petite question justement concernant les mouvements et l'animation. Pour beaucoup de gens ici font de l'animation 2D, stylisée, etc. Tu parlais de faire du dataset, donc là tu fais du dataset avec de la vidéo que tu transformes en 3D. Est-ce qu'il ne serait pas le moment d'inviter les animateurs à alimenter en les rémunérant sur le long terme avec des assets sur lesquels tu sais d'où viennent les sources, qui les ont fabriquées, et du coup ça permettrait aux animateurs d'intégrer un petit peu petit à petit le monde de l'IA sans perdre complètement leur chemise, et du coup de pouvoir faire de la création de contenu animé caractérisé. C'est une super question. Pour l'instant, on s'est d'abord focalisé, enfin, en interne, on a plusieurs animateurs, on avait un peu moins en ce moment, mais on en avait, je pense, 6 ou 7 à une époque. On travaille principalement sur de la donnée de motion capture aujourd'hui, pour se concentrer sur un use case qui est plutôt du mouvement réaliste, en ajoutant quelques styles. On commence à travailler un peu sur le style. La prochaine étape, ça va être clairement de pouvoir travailler sur du stylisé, et ravi de discuter. On est à la recherche justement de comment étendre les styles possibles, et pour pouvoir rajouter de la richesse et la stylisation, qui est un gros, on va dire, pan, mais qui est une priorité 2 par rapport à déjà soulever le problème avec le mouvement, on va dire, non stylisé. Et c'est clairement des sujets sur lesquels on est très ouvert. Donc n'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn, me contacter. Je suis on est très ouvert à la collaboration sur ces sujets, donc avec plaisir. Y a-t-il une autre question? Ah oui. Super présentation.
vraiment très impressionnant. Sur la partie data training mocap, en fait, vous avez collaboré avec un studio pour avoir les animations, et quel type de système vous avez utilisé? Parce que quelque part, si le data training est fait sur du Xsense ou des combinaisons ou des choses comme ça, forcément, vous n'allez pas avoir de la data super propre pour avoir des résultats que vous espérez avoir, en fait. Non, c'est clair. On travaille avec Mocap Lab, que certains d'entre vous doivent connaître. Du coup, sur leur système, le but, c'était de chercher de la plus grande qualité d'animation qu'on pouvait trouver. Avec plaisir, j'ai noté que vous aviez un studio de mocap. Donc, moi, je dis ça, moi. Je dis pas que je veux faire de la mocap. Non, mais bien sûr. Je dis juste que c'est important. Non, c'est important. C'est clair. En gros, de ce qu'on a vu par rapport au training qu'on a déjà fait, c'est que il faut avoir de la donnée de très très bonne qualité. Obligé. Enfin, ça c'est obligé. Après, c'est aussi bien de rajouter de la. Enfin, il y a la qualité, il y a aussi la quantité. Ça veut dire que dans un second temps, rajouter plus de données, même si elle est un peu de moins bonne qualité, ça peut. Sur le haut du corps. Mais la plupart des choses en DA qui sont, ce qu'on voit, c'est souvent les pieds qui flottent, c'est jamais précis. L'exemple, moi en tout cas, que je peux comparer sur votre modèle business, c'est Motorica. Eux, ils sont au niveau des pieds, c'est nickel. Mais par contre, quand tu vois leur making-of, ils ont un système mocap aux petits oignons, ils ont fait un data training de... Enfin, ils ont été très méticuleux sur ce point-là. Mais je pense qu'ils font du multicaméra. Ils font du multicaméra. Nous, on ne se compare pas du tout au multicaméra. On est vraiment sur un modèle monocaméra. Et même par rapport à ceux qui font du monocaméra, on ne se compare pas à ceux qui utilisent des paramètres de caméra. Parce qu'en fait, du coup, nous, on est vraiment agnostique de la vidéo. On pense long terme. En fait... il y a un gros concept qui est de dire que le contenu est liquide et que du coup on pourra transformer du contenu en autre contenu. Et à partir de là, on ne veut pas se limiter par rapport à du hardware ou par rapport à des caméras. On a eu des conversations il y a 4 ans justement sur la partie multicaméra. Et nous, c'était le choix depuis le début de se dire on est non seulement monocaméra, mais en fait, il y a tellement de contenu déjà disponible en vidéo qu'on veut être capable de transformer ce contenu-là. Ça paraît logique. Super, merci.